les connexions, que toute la salle d'attente puisse rentrer. On est très nombreux aujourd'hui. Donc, on va peut-être attendre 2 petites minutes avant que les coprésidents introduisent le webinaire. Merci à tous. Juste préciser que j'ai compris. Voilà. Et puis, vous protégez ma porte, que je ne sois pas dérangé. Hein. Merci, Justine. On va pouvoir commencer. On peut commencer. Oui. Bien, bonjour à tous et à toutes. Juste un mot pour commencer en rappelant mes fonctions au sein de l'Association des maires de France. Je m'appelle Frédéric Cuillerier, je suis le coprésident de la commission transport, mobilité, voirie de l'Association des maires de France et mon coprésident est à nos côtés également, Sylvain Laval, qui aura l'occasion d'intervenir juste après moi. Parallèlement, je suis maire de la commune de Sainty, dans le Loiret, et je préside le Pays Loire-Beauce, le PETR Pays Loire-Beauce. Voilà, donc nous nous retrouvons aujourd'hui pour ce webinaire et je voulais vous dire que vous souhaitez à tous et à toutes la bienvenue pour ce webinaire qui est dédié à un enjeu essentiel, les aides pour développer de nouveaux modes de déplacement au quotidien. En effet, ces déplacements constituent un véritable défi pour demain, tant en termes de qualité de vie qu'en termes de protection et de préservation de notre environnement. Les mobilités durables représentent ainsi le principal levier pour lutter à la fois contre la pollution liée au déplacement et pour répondre efficacement aux besoins quotidiens des usagers. Dans ce contexte, les maires et présidents d'intercommunalités se retrouvent, comme dans beaucoup de domaines, en première ligne pour répondre aux attentes de nos concitoyens en matière de mobilité. Pourtant, leur action est très souvent confrontée à un certain nombre de difficultés, notamment des difficultés qui sont liées à la complexité de l'articulation des différentes aides disponibles pour accompagner et développer les mobilités. Parlons de cette complexité des différentes aides disponibles parce qu'elles sont effectivement multiples. Certaines nous échappent, d'autres font l'objet d'appels à projets de la part de différents ministères. C'est tout ce domaine que nous voulons clarifier aujourd'hui avec vous et avec les différents intervenants qui sont à nos côtés. Ainsi, il est légitime de se demander quels leviers d'action et quels outils de mutualisation sont à la disposition des maires et des présidents d'intercommunalités pour répondre de manière efficace aux besoins de leur population en matière de mobilité. C'est dans ce cadre que s'inscrit notre webinaire. Nous vous proposerons donc une présentation des dispositifs existants pour vous accompagner dans le déploiement de nouvelles offres et solutions de mobilité. Cette rencontre sera également l'occasion d'échanger, et c'est le deuxième point et la deuxième partie de ce webinaire, d'échanger avec les services de l'État sur les aides à mobiliser pour encourager les mobilités durables sur nos territoires
Et puis, nous aurons le plaisir également de découvrir à travers un témoignage local des solutions concrètes mises en place pour rendre les mobilités durables accessibles à tous nos concitoyens et à tous les administrés. Nous voulons faire de ce webinaire une source d'inspiration et d'information précieuse pour tous ceux qui sont engagés dans la promotion des mobilités durables au sein de leur commune ou au sein de leur intercommunalité. Voilà donc le contexte, le cadre dans lequel nous allons travailler tous ensemble ce matin. Et je vous remercie d'être très nombreux à nos côtés pour ce webinaire. Et je remercie à nouveau les différents intervenants qui sont connectés. Voilà, je vais maintenant laisser le soin à notre coprésident Sylvain Laval d'intervenir et de vous présenter les débats, sachant que Sylvain interviendra également pour présenter un exemple d'organisation et de financement de mobilité locale. Sylvain, c'est à toi. Bien, bonjour à toutes et à tous. Merci pour votre participation ce matin pour ce webinaire. Donc, moi, je suis également maire d'une commune donc dans la métropole Ça coupe? du syndicat mixte des mobilités de l'air grenobloise. Et donc, je suis très heureux de participer avec vous ce matin aux côtés de Frédéric au nom de la commission de l'AMF. Alors, nous avons un programme sur ce webinaire avec plusieurs interventions qui vont avoir lieu pour parler du panel des aides disponibles sur ces sujets de mobilité du quotidien. Nous commencerons avec Madame Camille Baudelin, qui est chef de projet référente des AOM à la DGITM au sein du ministère, qui nous présentera le portail des aides France Mobilité. Nous aurons ensuite une intervention de Madame Floriane Sauvage de la DGEC, qui évoquera la mesure Fonds vert ZFE notamment. Et puis, Madame Suzanne Lécroard de la mission Vélo et Marche nous éclairera sur les dispositifs relatifs aux mobilités actives. Donc, évidemment, à l'issue de ces différentes présentations, nous aurons la possibilité d'échanger sur ces questions-là et vous pourrez lever la main dans l'application. Ensuite, entre 9h45 et 10h15, je vous présenterai quelques actions de la part du syndicat que je préside en la matière. Et il y aura ensuite une responsable d'unité donc du SMAG, qui est Madame Salman, qui interviendra, ainsi que Monsieur Baptiste Corneau de New Market, qui est donc New Market Project Manager chez Betterway, qui lui parlera des aides complémentaires et des solutions techniques que Betterway a développées en la matière. Et à partir de 10h15, nous aurons donc une nouvelle session de questions-réponses pour approfondir les sujets évoqués dans ces différentes présentations. Voilà, donc il est évidemment possible pour tout le monde d'intervenir. Vous aurez possibilité à la fois d'intervenir dans le chat en posant vos questions. Il faudra, je vous le évidemment maintenir vos micros coupés lorsque vous ne parlez pas. Et si vous souhaitez intervenir en interaction, il faudra, comme souvent, appuyer sur la fonction lever la main. Voilà. Donc, merci encore pour votre présence ce matin et je laisse la parole à nos premiers intervenants. Quand on ne vous entend pas. Votre micro est coupé. Votre micro est coupé. Louis, je pense que vous avez coupé notre micro. Oui, non, c'est bon, c'est bon, Et c'est c'est bon. ouvert, c'est ouvert. Allez-y. Allez-y. Camille Baudelin, donc je vais vous présenter un panorama des aides de l'État pour développer les nouvelles mobilités du quotidien et notamment un certain nombre d'outils en premier lieu. Le premier de ces outils, c'est France Mobilité, donc un écosystème qui est une démarche partenariale entre les services de l'État, l'ADEME, le CEREMA, la Banque des territoires et l'Agence nationale pour la cohésion des territoires, la NCT.
C'est l'ensemble de ces acteurs qui se sont réunis pour se mettre au service des territoires et leur apporter un appui opérationnel. Donc, vous trouvez un site internet France Mobilité avec un certain nombre de ressources, notamment une plateforme de référencement des acteurs et des solutions de mobilité aussi une base documentaire des marchés publics avec des exemples de marchés publics qui ont pu être conclus dans le cadre de projets de mobilité et un certain nombre de ressources thématiques ou d'actualité ou encore juridiques sur la mise en œuvre de la loi d'orientation des mobilités qui vous intéresse certainement très fortement. Et donc cet écosystème France Mobilité est décliné au niveau local en 15 cellules régionales d'appui France Mobilité que vous pouvez contacter, notamment les DREAL qui sont au sein de ces cellules et qui peuvent vous apporter un accompagnement dans vos projets. Elles ont notamment vocation à accompagner les collectivités en zone peu dense et périurbaine qui auraient un besoin d'expertise ou d'ingénierie technique, financière et réglementaire. Si le PowerPoint vous est diffusé ensuite, je ne sais pas si c'est le cas, mais on a mis des liens un peu partout pour vous guider vers les ressources. Le deuxième outil dont il faudrait que l'on vous parle quand on parle d'aide de mobilité, c'est effectivement le portail Aide Territoire. Et nous avons fait un portail très particulier avec France Mobilité pour rentrer sur toutes les aides mobilité. Donc, il y en a 433 qui sont répertoriées. Et donc, vous pouvez trouver les aides, qu'elles soient locales, nationales et européennes, qui peuvent accompagner les projets de mobilité en particulier. Et en créant un compte utilisateur, il est possible de suivre votre projet de mobilité si vous l'enregistrez et de relier les aides à ce projet pour un peu aussi gagner du temps dans la veille automatique. Alors, il y a beaucoup d'aides. Je vous ai dit 433 sur le portail Aide Mobilité d'Aide Territoire. Et si on parlait que des aides de l'État, on s'est dit qu'effectivement, c'était assez divers et on a souhaité éditer une plaquette pour, en un coup d'œil, donner à voir qu'est-ce qu'il y avait comme aide et surtout des aides qui sont actuellement mobilisables pour financer vos projets. Et donc, cette plaquette, nous l'avons mis à jour en début février 2024. Elle répertorie notamment les appels à projets ou à manifestation d'intérêt qui seraient en cours ou qui vont être lancés. Également les aides en lien avec le Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires, aussi plus connu par son nom court, le Fonds vert, mais aussi les certificats d'économie d'énergie, les C2E et diverses dotations de l'État. Toutes ces aides vous permettent de financer beaucoup d'actions en matière de mobilité, que ce soit des études, des investissements dans les infrastructures, des services ou encore d'autres actions comme des actions d'animation. Alors, pour vous donner quelques exemples, on a notamment donc, les certificats d'économie d'énergie pour financer des dispositifs de mobilité à un haut potentiel de décarbonation. Par exemple, vous souhaitez financer une borne de recharge d'un véhicule électrique, il y a un programme C2E pour ça et qui peut vous permettre de le financer avec des opérateurs privés qui sont identifiés dans le programme pour mettre en œuvre cette installation. Il y a également donc diverses dotations de l'État que vous connaissez très certainement de manière pratique, hein, donc dotation de soutien à l'investissement local, la DETR, la dotation d'équipement des territoires ruraux par exemple, qui peuvent vous aider à financer des opérations d'investissement. Et on le constate dans les chiffres que c'est aussi des dotations qui sont bien utilisées. Par exemple, en 2022, c'était 724 projets qui ont au moins un axe mobilité dans leur plan d'action qui ont été soutenus, donc 88 millions d'euros. Donc, très concrètement, ça peut être de mettre en accessibilité un arrêt de bus et de sécuriser ses abords, ça peut être de créer une voie verte, voilà, le genre d'opérations qui ont pu être financées par des dotations. Et donc, dans cette plaquette, on a, et vous le voyez déjà dans le petit visuel, repris les mesures du fonds vert, qui est une aide majeure pour 2024. Alors, pourquoi ça ne passe pas là? Hop, je ne sais pas si vous le voyez. Oui, nous avons le fonds vert, oui. Le fonds vert Ah, d'accord. 2024 est inscrit. D'accord, bah merci parce que ça ne s'affiche pas chez nous. Pour nous, Donc, c'est affiché. Enfin, pour moi. parfait, je continue de dérouler. Donc, le fonds vert 2024, donc en 2023, il a été lancé. Ça a été une très bonne réussite avec plus de 18 000 projets qui ont été portés sur tout le territoire et grâce à la mobilisation de l'ensemble des acteurs territoriaux dont vous faites aussi partie. Et donc, en 2024, il a été reconduit. Alors, le plan d'économie nationale de février a induit à revoir à la baisse le montant du fonds vert qui avait progressé entre 2023 et 2024. Donc, il est revenu à son niveau de 2023 pour 2 milliards d'euros
en autorisation d'engagement. Donc, l'État se dote encore de moyens pour accompagner les collectivités et leurs partenaires dans les opérations de transition écologique à l'échelle de leur territoire. Et donc, très en lien avec les conférences, les COP de transition écologique au niveau régional qui sont mis en place par les régions et les préfets de région. Donc, faites aussi certainement bien partie. Donc, 4 axes du Fonds vert pour cette année. Donc, la performance environnementale, l'adaptation au changement climatique et l'amélioration du cadre de vie, et une mesure transversale d'appui à l'ingénierie. Et donc, dans le Fonds vert, il y a 3 mesures spécifiques qui concernent particulièrement la mobilité, même si vous pouvez rentrer un petit peu dans d'autres projets. Et donc, on va vous détailler ces 3 mesures en particulier. La première, donc, c'est la mesure covoiturage. Elle existait déjà dans le Fonds vert 2023 et a été une bonne réussite. Et donc, peuvent être bénéficiaires de cette mesure les autorités organisatrices de la mobilité ou des collectivités qui bénéficieraient d'une délégation en tant que telle. Donc, notamment pour financer des plateformes de mise en relation entre des conducteurs et des passagers, financer des lignes de covoiturage, des actions de communication pour inciter au covoiturage ou des campagnes incitatives de manière financière, mais sont également bénéficiaires des gestionnaires de voirie pour ce qui va concerner des projets de création d'aires de covoiturage, de voies réservées au covoiturage ou encore des schémas d'aires de covoiturage. Donc, l'ensemble des informations sur cette mesure, vous les retrouverez sur Aide Territoire et les dossiers sont à déposer via démarche simplifiée, un formulaire en ligne. Et l'instruction se fait au niveau des préfets de département qui sélectionnent les projets lauréats et déterminent les montants de subventions attribués. Je sais qu'il y a encore quelques replays qui sont de webinaires qui sont encore disponibles, notamment sur l'Observatoire du covoiturage. Si vous voulez un petit peu creuser la mesure, il y a des ressources. La deuxième mesure qui est nouvelle, et je ne vais pas m'attarder puisqu'elle vous sera présentée plus longuement par la suite, c'est sur les mobilités durables en zone rurale. Donc, une nouvelle mesure pour les collectivités, enfin, les AOM au niveau local qui sont situées en zone rurale au sens de la définition de l'INSEE. Comme j'ai dit, je ne m'attarde pas. Et je vais passer la parole tout de suite pour les zones à faible émission. Merci Camille. Donc, Floriane Sauvage à la Direction générale de l'énergie et du climat. Donc, sur les zones à faible émission, le Fonds vert accompagne le déploiement sur tous les territoires qui sont concernés par l'obligation de mettre en place une zone à faible émission d'ici fin 2024. Ils sont au nombre de 42. Et donc, tous les territoires concernés sont éligibles, que ce soit dans le périmètre de la ZFE actuelle ou future ou dans l'aire d'attractivité. Donc, vous voyez sur la carte, ça peut représenter des zones parfois assez larges. Et donc, au sein de ces territoires, les collectivités territoriales, leurs groupements et les autorités organisatrices de la mobilité peuvent déposer des projets qui doivent bénéficier à des usagers réguliers de l'actuelle ou de la future zone à faible émission. Et ces projets, donc, ils peuvent soit concourir à faciliter à rendre la ZFE opérationnelle, avec notamment des études ou des actions d'information sur la zone à faible émission et les solutions de mobilité alternative, ou à faciliter l'acceptabilité de cette zone à faible émission, et notamment par le déploiement des solutions de mobilité alternative. Donc, des projets de conseil en mobilité peuvent être financés, des actions d'aller vers les quartiers prioritaires de la ville pour communiquer sur les enjeux et les solutions, des dispositifs pour inciter au report modal. Le déploiement d'offres de services publics de mobilité peut être aussi éligible au Fonds vert. Donc, ça peut être des services de vélo, des nouvelles lignes de bus entre les zones à faible émission et leur périphérie, des cars express, des services d'autopartage ou de covoiturage, en sachant que les 2 mesures du Fonds vert covoiturage et ZFE ne sont pas cumulables. Et puis, ça peut inclure l'achat de matériel roulant hors verdissement des flottes. Des aménagements peuvent être aussi éligibles, comme des parkings relais, des voies réservées, par exemple. Voilà, donc, de la même façon que pour les autres mesures du Fonds vert, c'est la plateforme Aide Territoire qui centralise les informations avec des formulaires qui s'effectuent via démarches simplifiées. Et donc, vous avez un lien qui vous renvoie vers les différentes ressources. Donc voilà pour la présentation de mesures fonds verts spécifiques mobilité. Et aussi un autre point qu'on proposait d'aborder, c'était tous les dispositifs en faveur des mobilités actives. Alors là, je vais vous parler du Fonds Mobilité Active, donc, qui existe depuis le premier plan vélo.
Donc, l'idée de ce fonds, c'est de cofinancer des infrastructures sécurisées qui permettent de pratiquer le vélo et d'accélérer le report modal. Donc, deux dispositifs alors, qui sont portés de la même façon, qui sont publiés sur Aide Territoire et avec des démarches en ligne par démarche simplifiée. Donc, on a un appel à projet infrastructure cyclable ou aménagement cyclable, plus précisément, il s'appelle, pour réaliser donc des linéaires que vous avez définis comme un besoin sur votre territoire. Donc, on a un appel à projet par an. Le dernier a été lancé en novembre 2023. L'instruction des dossiers est en cours. Donc, pour le Fonds Mobilité Active, l'instruction des dossiers se fait au niveau régional. Donc, la décision est prise par les préfets de région, mais ça peut être délocalisé au niveau départemental. Voilà. En tout cas, maintenez le dialogue avec les services de l'État local. C'est important pour la préparation des dossiers et la qualité des dossiers. Et le prochain lancement de l'appel à projet est prévu en novembre 2024. Ensuite, on a un nouveau dispositif qui a été lancé pour la première fois en 2023. C'est un appel à programme territoire cyclable. Donc là, l'idée, c'est d'accompagner des territoires dans la durée pour la mise en œuvre de leur schéma cyclable. Donc l'idée, c'est d'avoir des territoires qui sont un peu démonstrateurs sur leur région pour montrer que le vélo, c'est possible dans toutes sortes de territoires. Donc on a des territoires très ruraux, des périurbains, des peu denses. On a aussi un outre-mer, on a de la montagne, on a du littoral. On a vraiment 27 EPCI qui sont là pour montrer que le vélo, c'est une solution adaptée à tous les territoires en France. Alors, petite particularité pour l'appel à projet aménagement cyclable donc sur les infrastructures particulières. Donc, ça peut être là pour financer une rupture de continuité ou pour financer un linéaire d'aménagement sécurisé. Il y a une subvention qui est majorée en territoire peu dense et on va dire surmajorée pour les quartiers politiques de la ville. Donc ça, c'est vraiment un axe qui a été développé récemment, puisqu'on a vu que le vélo avait finalement assez bien pris dans les grandes agglomérations. La démarche est vraiment lancée et on a besoin maintenant d'accélérer le vélo dans les territoires peu denses et dans le périurbain où les distances restent pertinentes à vélo, mais souvent on manque l'infrastructure sécurisée. Et en petit bonus pour la marche, parce que le plan s'appelle Vélo et Marche, on a lancé un concours qui est encore en cours là jusqu'au 20 avril, un concours sur des espaces publics exemplaires pour la marche, donc qui permettrait de développer la marche. Alors, on a proposé plusieurs angles d'attaque, donc soit la marche en tant que support d'intermodalité, donc là, ça va être plutôt des projets qui vont viser à améliorer l'accessibilité des arrêts de transport en commun ou améliorer l'accessibilité à pied des aires de covoiturage. Voilà, on peut tout inventer en matière d'intermodalité. On a un axe marche et puis aménité pour les piétons. Donc ça va être vraiment confort de marche, orienter aussi la marche du quotidien dans une marche plaisir avec un effort sur les ombrages, sur les bancs pour se reposer. On a un angle d'attaque marche inclusive, donc ça va être beaucoup autour de l'attention portée à l'accessibilité ou à l'accessibilité aussi en matière de genre, notamment la marche la nuit pour les femmes, ça peut être problématique dans certains quartiers, certains espaces. Et puis, on a un axe orienté biodiversité, respect des trames écologiques. Donc là, ça va être aussi d'intégrer dans les espaces marchables un peu plus de respect de la biodiversité ou au moins ne pas créer de nouvelles ruptures. Voilà, donc c'est un concours qui est aussi disponible en ligne. Donc les liens qu'on vous a mis sont cliquables. Donc on espère que la présentation vous sera transmise. Voilà, on vous laisse reprendre la main. Merci beaucoup pour ces présentations. Je sais que Madame Darmian du cabinet de Madame Force souhaitait aussi intervenir pour présenter le fonds ruralité. Alors, est-ce que Madame Darmian est parmi nous? Armian, vous êtes avec nous? Oui, Oui, mais écoutez, c'est à vous. voilà, merci beaucoup. Vous m'entendez? C'est bon parce que j'arrivais pas à réactiver le micro. Eh bien, on vous entend. Super. Merci beaucoup. Bonjour à tous et toutes. Merci tout d'abord
à l'AMF de cette invitation et de me laisser la possibilité de vous présenter une des mesures nouvelles autour des mobilités, et notamment des mobilités en ruralité, qui est une des mesures phares du plan France Ruralité qui a été annoncé le 15 juin dernier par la ministre Madame Faure. Vous rappelez que juste 2 minutes, le plan France Ruralité est un plan qui se décline en 4 grandes mesures. Les mesures pour les communes rurales en ingénierie qui s'appelle Village d'avenir, qui est quasiment déployé partout puisque les 119 chargés de projet Village d'avenir sont arrivés sur les territoires et avec le CEREMA, on commençait le travail dans 80 départements. Nous avons un volet aménité rurale qui est en cours de finalisation, un volet réforme de la zone revitalisation rurale qui est aussi en cours de finalisation et un dernier volet qui n'est pas des moindres, qui s'appelle France Ruralité Solutions, qui reprend 32 mesures, dont une mesure spécifique pour les mobilités. Ce travail sur les mobilités, il est issu d'une concertation auquel ont participé les élus de l'AMF, de l'AMRF notamment, les présidents d'Interco qui étaient mandatés, et nous a permis d'intégrer une mesure pour travailler sur le premier et le dernier kilomètre dans le monde rural. Le France Ruralité Solutions Mobilité, c'est un fonds de 90 millions d'euros sur 3 ans qui a été rattaché au fonds vert de manière à ce qu'il reste le plus près des territoires, à la main des préfets de département, comme toute la totalité du fonds vert. Pour vous dire aussi que les 30 millions d'euros pendant 3 ans sont sacralisés dans le fonds vert. Voilà, même si ils y seront et ils seront vraiment posés dans le fonds vert, l'enjeu va être pour nous de l'engager, de le dépenser. J'y reviendrai. Cette mesure est aujourd'hui, je dis aujourd'hui parce que ça va évoluer, on en a parlé hier avec la direction générale des infrastructures et des transports, aujourd'hui doit être calé avec les autorités organisatrices de mobilité. Euh, C'est-à-dire que il faut que ça relève d'un champ travaillé avec les AOM pour être cohérent avec ce qui se fait sur les territoires. Cette aide, elle est à la fois sur de l'investissement et du fonctionnement, ce qui est une particularité aussi de cette aide à la mobilité. Elle peut servir sur de la préparation, de l'ingénierie, de la mise en place d'un plan mobilité. Elle peut servir sur le déploiement du volet mobilité. Elle peut servir sur de l'achat en investissement. Par exemple, dans le cadre d'un transport à la demande mis en place, il y a besoin de développer, donc il y a besoin d'acheter des véhicules. Ce fonds peut servir à ça. Et il sert aussi, et c'était important pour nous, à l'accompagnement dans l'usage des mobilités en ruralité, parce que souvent, ce n'est pas le tout de créer, par exemple, un transport à la demande. Si les gens ne s'en servent pas, ça ne sert à rien. Donc, on nous avait demandé aussi d'avoir une possibilité d'aider les territoires à amener les habitants de ces territoires à à user de ces moyens de mobilité. Une des spécificités de ce fonds mobilité, c'est qu'il peut aussi servir par le truchement des collectivités et des élus locaux à financer des associations et aussi des entreprises privées. Notamment, je pense aux entreprises sociales qui peuvent être amenées, par exemple, à travailler sur le transport des personnes à mobilité réduite ou des personnes à mobilité, des personnes en situation de handicap.
Donc, ce fonds, vous pouvez, comme toutes les démarches du fonds vert, vous avez un cahier d'accompagnement et je vous mettrai, j'ai laissé le PowerPoint de manière à ce qu'avec des QR codes, vous puissiez aller directement sur les dossiers. On est aussi sur démarches simplifiées. On est aussi sur tout le travail en lien avec l'ANCT. Et pour vous finaliser cette petite présentation, puis après, si vous avez des questions, j'y répondrai avec beaucoup de plaisir. Vous dire qu'aujourd'hui, le Fonds mobilité rurale, dans le Fonds vert, il y a 49 projets qui ont été reçus, 13 qui sont actuellement en instruction par nos collègues des services déconcentrés de la DDT. Aujourd'hui, l'enjeu, c'est vraiment de déployer ce fonds, d'aller chercher les crédits qui ont été sacralisés dans le fonds vert de manière à ce qu'on ne soit pas obligé à un moment donné de les rendre parce qu'on ne les aura pas consommés. Et on a aujourd'hui, par exemple, je vous donne quelques exemples de projets qui ont été déposés. La création de pistes cyclables et de chemins piétonniers, l'installation de signalétiques spécifiques pour les vélos, l'élaboration d'un schéma de mobilité active, la mise en place d'un transport à la demande ou l'expérimentation de mobilité solidaire. Donc, on est vraiment sur un champ très, très large. Hier, on a eu un comité de pilotage interministériel pour faire le point sur toutes les mesures. On a demandé à nos collègues de la DGITM et du ministère des Transports et des Routes d'agir pour lever les freins parce qu'on sait qu'il y en a notamment liés à la gestion avec les AOM. Donc, on leur a demandé d'être bien attentifs et nous faire remonter les blocages. Euh, de relever aussi, de regarder comment on pouvait relever les taux de cofinancement dans le cadre du fonds vert pour permettre aux communes les plus petites de pouvoir accéder plus facilement parce qu'il y a toujours un reste à charge et que c'est quelquefois compliqué dans les finances communales. Et je suis vraiment, et ça, Louise Larcher et ses collègues à l'AMF le savent, s'il y a besoin, vous pouvez remonter vos difficultés à l'AMF de manière à ce que nous, on puisse intervenir, accompagner quand c'est possible sur le territoire, puisque notre objectif, c'est vraiment de déployer tous ces services qui permettent de faciliter la vie des habitants des territoires ruraux pour gérer ce chaînon manquant qui peut encore exister dans certains territoires. Vous dire que la ministre Dominique Faure sera vendredi matin et vendredi après-midi avec les sous-préfets et les préfets en charge de la ruralité, de manière notamment à les sensibiliser très fortement sur cette notion d'agilité et de résultat sur le plan France Ruralité, puisque l'objectif, c'est pas, excusez-moi l'expression, de faire une usine à gaz, c'est vraiment que ce plan France Ruralité permette aux territoires ruraux et aux élus qui sont sur ces territoires ruraux et donc forcément aux habitants de trouver un plus, une application. Voilà, merci beaucoup à nos intervenants. Avant juste de vous laisser poser les questions qui commencent à nous arriver, je voulais intervenir, je pense, au nom de l'ensemble de mes collègues de France, pour dire que ces mesures sont louables, elles sont intéressantes, elles sont importantes, mais nous sommes, nous, les élus de base, les élus locaux que nous représentons, nous sommes un peu perdus dans cette jungle des différentes mesures. Quelle serait la solution pour arriver à une forme de guichet unique sur lesquels nous pourrions postuler et solliciter un certain nombre d'aides? Ça, c'est ma première remarque et c'est l'objet de ce webinaire de ce matin, c'est qu'il y a une vraie complexité et que nous nous perdons dans un certain nombre de mesures potentielles. Ça, c'est la première remarque. La deuxième remarque que je voulais formuler, c'est que les intentions des ministères sont parfaitement louables,
mais dans l'application sur le terrain, il y a beaucoup de freins. Il y a des freins notamment dans la conception, par exemple, des pistes cyclables, où on va nous imposer des normes CEREMA qui ne sont parfois pas applicables et qui font que des collègues me le disent au quotidien, renoncent à un certain nombre de projets parce qu'ils ne peuvent pas avoir les 3 mètres d'implantation en largeur. À certains endroits, ils ont des resserrements à 2,50 m et on leur dit votre projet n'est pas éligible. Et puis, toute cette complexité de monter les dossiers, malgré, et je veux porter témoignage, les efforts des préfets et sous-préfets pour essayer de demander à leurs services de simplifier la procédure. Voilà les remarques. Est-ce que sur ce point, vous pouvez nous apporter des éclaircissements? Guichet unique, complexité d'application sur le terrain des normes, et puis également difficulté dans l'instruction des dossiers de la part des services préfectoraux. Voilà aujourd'hui les 3 difficultés que nous rencontrons, mais peut-être mes collègues en ont d'autres à ajouter. Qui souhaite répondre, représentant les ministères? Oui. Alors, peut-être pour la DGITM, on peut vous répondre sur la question du guichet unique. C'est vrai qu'à chaque fois qu'on a une bonne idée, on refait une nouvelle aide ou un nouveau fonds. Ensuite, Voilà. il y a vraiment des sachants sur le territoire qui sont les représentants de l'État, notamment en région. Vous avez des services qui sont spécialisés dans la mobilité, qui connaissent très bien cette jungle et qui pourront vous guider dedans. Donc, vous conseillez sur les aides qui sont adaptées à vos projets en fonction de votre territoire, en fonction de vos moyens. Voilà, ils connaissent aussi le côté cumulable ou non des aides, notamment pour le vélo, on peut cumuler pour une piste cyclable du fonds mobilité active, du CPER, des aides, enfin on peut tout imaginer. Voilà pour le côté guichet unique, n'hésitez pas à vous rapprocher des services de l'État. Voilà, les services de l'État et comme je présentais aussi les cellules France Mobilité. Donc vous retrouverez justement les services de l'État donc au niveau des DREAL pour les régions, mais il y a aussi tout le réseau des directions départementales des territoires, les services du préfet qui sont informés de ça. Donc vraiment contactez vos cellules, elles sont là pour ça et c'est pour ça qu'on a regroupé tous ces acteurs, y compris Banque des territoires et ANCT pour avoir une vision globale de tous les programmes. Voilà. Sur la deuxième question, sur l'application des normes, vous avez cité les normes du CEREMA qui sont applicables. Donc, c'est vraiment des normes qualitatives qui permettent un usage aisé par tous les cyclistes. Alors, on pense souvent aux cyclistes, l'homme qui a son vélo normal, qui passe partout. Il faut aussi imaginer que les cyclistes, c'est aussi des personnes vieillissantes, des personnes handicapées qui ont parfois des vélos un peu hors gabarit, des vélos un peu spéciaux. On a aussi des vélos cargo qui se développent pour remplacer complètement la voiture individuelle sur certains territoires ou dans certaines familles. On a des choix qui sont posés comme ça. Donc, on a aussi des vélos qui sont un petit peu atypiques, qui ont besoin de plus de place. Donc ça, il faut vraiment l'envisager quand on crée une nouvelle infrastructure. C'est qu'elle va être utilisée, si elle est confortable, par tout un type de vélo qu'on n'aurait même pas imaginé au départ. Ensuite, s'il y a des rétrécissements ponctuels liés à un problème de terrain, un bâtiment qui fait qu'on ne peut pas finalement déplacer la piste, on a des rétrécissements ponctuels qui sont acceptés. Donc, il n'y a pas vraiment de blocage complet sur ce sujet. Ensuite, il faut que ponctuel, ça reste ponctuel. On ne va pas avoir un rétrécissement à 2 mètres de la piste. Voilà. Et ensuite, il faut aussi se rapprocher peut-être des territoires qui sont déjà un peu plus en avance. Sur les difficultés techniques pour faire passer une piste cyclable, si vous connaissez la communauté de communes Erdre et Gèvres, ils ont aussi été très créatifs. Une maison qui les empêchait de faire passer une piste cyclable le long de la route départementale. Mais en fait, ils ont acquis la maison. Ils ont supprimé une pièce au rez-de-chaussée pour faire passer la piste cyclable en Porsche. Et ensuite, ils ont remis la maison en location ou en vente, je ne sais plus. En tout cas, voilà, il ne faut pas hésiter non plus à vous rapprocher des collectivités qui ont des problématiques similaires. Donc, soit des problèmes d'acquisition de foncier, soit des problèmes de bâti très proches des routes qui empêchent d'équiper en piste cyclable. Voilà, ces écueils, d'autres les ont rencontrés. Donc, n'hésitez pas à vous rapprocher aussi bien des cellules France Mobilité qui les connaissent, ces territoires. Et puis, les 27 lauréats de l'appel à territoire cyclable sont là aussi pour rayonner autour de vous. Donc, n'hésiterez pas à aller voir où ils sont pour prendre contact avec eux. Et puis, la troisième question, j'ai oublié. La simplification des procédures. Moi, je peux La parler simplification des procédures, oui.
Dans le cadre du Fonds vert, il y a eu un travail qui a été réalisé cette année pour l'édition 2024 de simplification des formulaires et puis d'homogénéisation avec les formulaires de la DSIL. Et n'hésitez pas à revenir vers nous et notamment vers la DGLM s'il y a à nouveau des besoins. Mais je sais qu'il y a un gros travail qui a été mené cette année, notamment avec les représentants des collectivités, pour pouvoir simplifier au mieux ces formulaires. Donc, je ne pourrais pas parler des autres procédures que je connais moins. Alors, sur le fonds mobilité active, on a essayé de limiter les champs au minimum qui était réglementaire. En fait, on a des décrets qui régissent les demandes de subventions qui sont payées par l'État aux collectivités. Et en fait, on a un nombre d'items qui sont posés par ces décrets. Donc, on a vraiment limité les champs des formulaires et les documents demandés à ce qui était demandé par la réglementation. Donc ensuite, pour faire évoluer ça, c'est pareil, il faut aussi peut-être nous le signaler, mais c'est plus compliqué. En fait, on a fait l'effort de simplification, mais ensuite, après, il faut aller modifier les décrets. Voilà. Très bien. Sur le fond vert, quand même, un point précis, c'est que j'ai rencontré la semaine dernière le secrétaire général de la préfecture du Loiret qui m'indiquait que pour l'instant, la notification du fonds vert n'avait pas été faite et qu'il ne peut pas répartir le fonds vert tant que la notification ministérielle ne lui est pas parvenue. Monsieur le maire, elle arrive. C'est ce que je Elle vous arrive. disais en aparté. Elle a Oui, été mais je voudrais que signée mes collègues par, l'entendent. voilà, elle a été signée par Christophe Béchu et les ministres concernés. Et on l'a vu passer, nous, hier. Donc, elle D'accord. arrive et c'est pour ça que je pouvais vous dire en ouverture de mon propos tout à l'heure que les fonds de 30 millions d'euros du Fonds Mobilité France Ruralité est très préservé parce que c'est écrit tel quel dans la circulaire. Donc, ça arrive. Merci pour cette précision. Madame Larcher, Louise, vous avez peut-être noté des questions de Euh, nos collègues? alors oui, on a reçu des questions, notamment c'est des observations, la difficulté aussi pour les petites communes de dégager la part exigible de l'autofinancement, comme indiqué par l'intervenante. Et Alors, la part exigible, j'ai effectivement cette question qui m'est posée par mes collègues, puisque en ce qui concerne le plan vélo-marche de mémoire, le seuil de travaux s'établit à 200 000 euros. Alors ça, vous voulez dire donc le seuil de prise en compte du projet? Oui, Oui, c'est pour éviter d'avoir des projets trop morcelés. oui, mais vous Ensuite, avez des communes qui ont pour budget 200 000 euros et qui ne peuvent pas, sur un budget, investir 200 000 euros et qui donc ne sont, par voie de conséquence, pas éligibles à ce plan vélo et marche. alors c'est pour ça que aussi on a développé l'appel à territoire cyclable qui est fait à l'échelle d'un EPCI. Et là, en fait, on ne raisonne pas tronçon par tronçon, mais bien tout un schéma cyclable complet. Et donc là, on a une prise en compte des dépenses sur 6 ans. Donc on peut avoir aussi des plus petits tronçons qui sont, on va dire, qui sont pris en compte dans un projet plus global. Donc là, c'est vraiment, ça nécessite de faire une démarche au niveau de l'EPCI. Alors, votre réponse me satisfait pleinement parce que c'est celle que j'ai faite, puisque moi, j'avais pu participer au comité interministériel concernant le plan marche et vélo. C'est celle que j'ai faite à mes collègues. Donc, vous confirmez que la démarche peut être prise en compte dans le cadre d'un plan intercommunal, quelque part. C'est Oui, ça? et donc le prochain appel à territoire cyclable devrait être annoncé au mois de mai. Donc Parfait. voilà, on a eu 27 lauréats dans la première édition et l'idée c'est vraiment de porter un dispositif similaire tous les ans. Alors que bon, ça confirme un point sur lequel je suis personnellement très favorable, c'est qu'il y ait une vision intercommunale du maillage des pistes cyclables et piétonnes, Oui. des liaisons douces. Je pense que ça, c'est un point important et beaucoup d'intercommunalités on réalise aujourd'hui des PLUIHD, le D étant bien sûr le déplacement, dans lequel elles vont inclure les intercommunalités des plans généraux de mobilité dont les mobilités douces, qui à ce moment-là rendraient éligibles les aides, même si le dossier pour une commune ne dépasse pas 200 000 euros. C'est bien ça, hein?
C'est voilà, c'est vraiment un dossier qui est porté par l'intercommunalité avec tout D'accord, un schéma qu'il faut réaliser. Mm. d'accord. Merci pour cette réponse. Louise, est-ce qu'il y a peut-être d'autres questions encore? Alors non, il n'y a pas de questions et pas de main levée. S'il y a des regrets, c'est maintenant. Sinon, on peut passer à l'exemple local avec notre coprésident, Monsieur Laval. Ah, si, on a une question. Alors, c'est Monsieur André Louis qui nous dit, on parle du fonds vert et de la sacralisation des 30 millions de France Mobilité. Qu'en est-il de la réelle sacralisation quand on sait que le budget du fonds vert est passé de 430 millions à 200 millions suite aux réductions budgétaires de moins de 10 milliards d'euros de la part du gouvernement, Monsieur Bruno Le Maire. Oui, alors ça, c'est une vraie question qui est très importante. Nous sommes tous très inquiets à l'échelle des collectivités locales, donc des maires de France et présidents d'intercommunalités, parce que nous suivons bien sûr les mesures gouvernementales d'économie qui vont toucher les collectivités locales. Qu'en est-il réellement? Je ne peux vous parler que de la partie France Ruralité Mobilité. Oui. Dans l'enveloppe, les 30 millions d'euros seront toujours actés et positionnés. Voilà. C'est la seule chose sur laquelle, moi, aujourd'hui, je peux vous donner l'assurance et sur laquelle on s'est battu pour justement que cette mesure qui était très importante pour les territoires et les élus locaux soit dans le contexte réellement sacralisée dans les enveloppes fonds verts pour permettre justement d'aller dans le concret, dans l'agilité sur ce plan France Ruralité. Et à vous, d'autres points en réponse? Je vois Alors, une autre question. oui, il y a une autre question de Madame Sophie Mounier. Notre interco traîne dans le schéma cyclable et n'a toujours pas prévu de budget. Peut-on le faire en commune? Nous allons aménager une piste vélo-marche et un PEM. Quelles subventions peut-on avoir? Nous sommes une commune rurale de 1034 habitants. Pardon. Madame, La peut-être une réponse? DGTM. Oui. Ben, je ne sais pas si je peux avoir une réponse. C'est vrai que l'articulation des actions entre les communes et les intercommunalités, je veux dire, ça ne relève pas trop de nos compétences. Ensuite, nous, on peut que encourager à la réalisation de ces, ces aménagements. Mais enfin, j'insiste vraiment sur l'intérêt de regarder à l'échelle intercommunale parce que les déplacements se font quand même assez rarement à l'intérieur d'une commune, enfin, surtout en zone rurale. On va avoir des mobilités plutôt intercommunales. Donc l'idée, c'est vraiment de réfléchir pas seulement aux petits tronçons qu'on pourrait faire pour la balade, mais aussi pour les déplacements du quotidien. Donc savoir où les enfants vont à l'école, où les enfants vont au collège, où les parents vont acheter leur pain, ou d'ailleurs où les enfants pourraient aller acheter le pain tout seuls si on avait des bonnes pistes cyclables. Donc vraiment essayer de réfléchir à observer la mobilité et voir ce qui est le plus pertinent. Donc là, je rejoins ce qui a été souligné. L'outil du PLUI, Habitat Déplacement Intercommunal, c'est vraiment un outil qui peut aider parce qu'il y a toute une phase de diagnostic des déplacements qui va aider après à prioriser les investissements. Partage pleinement votre analyse, madame. Merci beaucoup. Oui, les autres questions vont dans ce sens, en fait. C'est finalement une question de gouvernance et le pouvoir de la commune d'agir seule, en fait, sans attendre que l'intercommunalité se lance dans des dispositifs. Voilà. C'est une dernière question qu'on avait aussi de Monsieur Christian Chevalier qui explique Voilà. que c'est compliqué pour les Et, communes finalement de déployer des solutions de mobilité. Elles sont pourtant gestionnaires de voirie, étant donné que c'est l'intercommunalité qui peut obtenir les subventions. Donc, voilà. et moi, j'ai noté un élément de réponse qui est intéressant, c'est que le plan peut s'établir sur 6 ans, d'après ce que j'ai cru comprendre. Peut-être vous pouvez nous le confirmer à nouveau, Oui, que le alors plan, pour c'est les une lauréats vision du plus premier globale. Pardon, oui, pour les lauréats du premier appel à territoire, c'est vraiment une contractualisation qui est faite sur 6 ans, donc pour la mise en œuvre du schéma. Donc le Voilà. schéma vélo est adopté et ensuite l'État accompagne dans la réalisation de ce schéma vélo. Donc c'est vraiment la première étape qui est la plus importante, la programmation, l'observation du territoire et la programmation.
ce sens-là, on va aussi, on peut aussi avoir des investissements qui ne sont pas vraiment utiles. Donc faites attention à ça. Développer les infrastructures cyclables, c'est évidemment une priorité, mais il faut les développer là où on en a besoin, à l'échelle intercommunale. Merci. D'autres points où on peut peut-être passer la parole à mon collègue, à Sylvain Laval, pour un témoignage très important et très intéressant. Sylvain? Oui, merci. Alors effectivement, la question qui est posée, c'est comment pouvons-nous agir à l'échelle locale à travers nos structures dans nos collectivités. En l'occurrence, moi, je vous donne l'exemple d'une autorité organisatrice des mobilités via un syndicat mixte qui regroupe trois intercommunalités de caractéristiques très différentes. Nous avons une métropole, la métropole de Grenoble, qui fait 49 communes, environ 500 000 habitants, qui est à la fois urbaine, mais qui en même temps comporte des zones de coteaux avec des petites communes, notamment de zones de montagne ou rurales. Nous avons une intercommunalité qui s'appelle la communauté de communes du Grésivaudan, qui est un fond de vallée qui a aussi des communes beaucoup plus petites, des communes rurales, des communes périurbaines. Et nous avons une troisième intercommunalité qui s'appelle la communauté d'agglomération du Pays Voironnais, qui, elle, pareil, comprend beaucoup de zones rurales, de zones périurbaines. Et donc, nous avons une grande diversité à l'échelle de ce syndicat mixte de ces trois intercommunalités qui se sont donc regroupées pour traiter ensemble de l'ensemble des sujets de mobilité avec un spectre qui est assez large, puisqu'il prend en compte la question des transports collectifs lorsqu'il y en a, la question bien sûr des politiques vélo, notamment en matière de services, de promotion, de valorisation. Elle ne traite pas la question d'infrastructures cyclables qui relève des gestionnaires de voirie que sont les communes ou les intercommunalités. Elle concerne aussi la question du covoiturage, de l'autopartage, de la coordination de l'ensemble des services de mobilité et des tarifications qui vont avec. Elle participe aussi, cette autorité organisatrice, à la construction de pôles d'échange multimodaux. Elle élabore l'ensemble des documents cadres, des schémas directeurs dans l'ensemble des domaines de mobilité. Donc, elle contribue à la question ferroviaire, mais elle n'en a bien sûr pas la compétence directe. Donc, voilà pour vous donner un petit peu le spectre d'action pour agir à tous les niveaux et sur tous les leviers vis-à-vis de nos concitoyens en matière de mobilité et particulièrement de mobilité alternative pour faire évoluer les comportements. Alors, il y a des choses qui relèvent des infrastructures, il y a des choses qui relèvent des services, et il y a aussi des choses qui relèvent d'un certain nombre d'actions ciblées sur des publics, sur des secteurs. Et il y a notamment des actions spécifiques vis-à-vis des salariés qui se rendent au quotidien à leur travail, avec des dispositifs mis en place, notamment avec le monde économique, le monde des entreprises. Mais je pense que ces éléments seront présentés plus en détail dans quelques temps. Et donc, la question, c'est comment nous pouvons accompagner nos habitants et nos usagers sur ces sujets-là. Alors, je l'ai dit, il y a des services qui sont mis en place via des infrastructures, via des améliorations d'offres, via aussi des évolutions, des innovations pour faire évoluer les comportements. Et je voulais marquer l'intérêt sur un point particulier, puisque nous sommes un territoire qui est fortement soumis à la congestion routière parce que, évidemment, il y a convergence des territoires périphériques vers le centre urbain au quotidien, notamment pour les questions de travail avec la dimension pendulaire. Et donc, il nous faut apporter des réponses et trouver des solutions pour diminuer ces difficultés. Nous sommes aussi un territoire qui est partiellement soumis à une zone à faible émission et qui donc a un certain nombre de conséquences sur la mobilité de nos habitants. Donc, au-delà de renforcer l'ensemble des services qui existent, de les rendre évidemment plus accessibles, plus attractifs, ce qui est toujours notre objectif premier, nous travaillons également sur des dispositifs d'accompagnement ciblés, notamment avec un certain nombre d'aides, puisque pour faire changer les gens, d'habitude, il faut évidemment que le service réponde à leurs besoins. Il faut qu'il soit accessible et il ne faut pas que pour certains, cela soit un frein financier notamment. Et c'est la raison pour laquelle nous avons décidé de mettre en place des aides ciblées pour accompagner dans le changement de mobilité
pour aller consommer des services de mobilité nouveaux, pour par exemple prendre un abonnement de transport en commun, que ce soit du bus, du tramway, du car express, voire même du train dans le périmètre du territoire, pour acheter peut-être un vélo qu'il s'agit de renouveler, dont on a besoin qu'il soit électrique pour pouvoir tenir une distance plus importante parce qu'on habite un petit peu plus loin. Et donc tout ça, évidemment, a un coût. Ça peut être aussi, évidemment, un soutien pour prendre un abonnement d'autopartage, etc. Donc nous avons voulu mettre en place des aides pour consommer du service de mobilité, mais pas à n'importe quelle condition. D'une part, évidemment, des aides qui sont dans une démarche de changement de comportement, de report modal, et également avec une dimension de revenus et de ressources, puisqu'il ne s'agit pas d'aider tout le monde de manière indifférenciée, non seulement parce que cela aurait un coût beaucoup trop important, et puis parce que ça ne serait pas forcément efficace, puisque l'objectif est d'accompagner ceux qui ne le peuvent pas, ou en tout cas ceux pour qui la dimension financière pourrait être un frein. Et notamment dans le cadre de la zone à faible émission, mais pas que, cet élément-là est un élément important pour accompagner le changement de comportement. Donc c'est vrai que le fait d'avoir la possibilité de mettre en place des aides est quelque chose que nous estimons important. Alors il est encore trop tôt pour en faire un bilan clair en termes de chiffres, de nombre d'utilisateurs et d'évolution de comportement, mais ce sera des indicateurs qui seront regardés avec intérêt. Et ça, c'est le sens et la logique des politiques qui ont été souhaitées et mises en place et que je souhaitais évoquer ce matin. Et on vous présentera dans quelques instants le fonctionnement concret de tout cela, puisque pour mettre en place ces aides, il faut des systèmes à la fois d'évaluation pour être éligible, et ensuite il faut des systèmes pratiques de mise en œuvre, comment j'achète mon abonnement, comment je bénéficie de mon aide. Et c'est là où les innovations techniques sont intéressantes. Et je crois que Madame Salman et Betterway vous présenteront ça dans un instant, avec notamment les questions de support et de cartes qui peuvent accompagner tout cela. Mais je voulais vous résumer un petit peu à la fois l'action que nous conduisons et l'esprit qui nous guide pour mettre en place ces dispositifs pour pouvoir toujours mieux accompagner nos habitants et nos usagers sur des réponses évidemment à leurs besoins, des réponses qui sont adaptées à nos capacités et à nos compétences. Nous ne prétendons pas résoudre et répondre à l'ensemble des besoins. Nous le faisons à notre échelle, celle des collectivités locales, sur les aménagements du quotidien, de proximité, sur lesquels nous avons des leviers d'action, mais il y en a évidemment d'autres. Ils sont aussi très importants. Je pense notamment à la question ferroviaire, mais sur laquelle nous ne sommes pas en première ligne, puisque cela relève avant tout de l'État, avec aussi le soutien des régions. Et nous savons que le ferroviaire est un levier extrêmement puissant en matière de changement de mobilité, et notamment pour faire le lien entre les zones plus lointaines, entre les zones rurales, les périphéries et les centres urbains. C'est certainement la réponse la plus adaptée, mais c'est aussi la plus complexe sur le plan technique, c'est aussi la plus coûteuse, et c'est malheureusement la plus longue à mettre en œuvre dans le temps. Et c'est toute la difficulté que nous avons. Donc il nous faut à la fois avoir des solutions de court terme qui répondent à des besoins réels, et des solutions aussi intermédiaires le temps que les aménagements ferroviaires soient faits, que ce soit avec le système des RER métropolitains, les fameux SERM qui sont en cours de travail, ou bien sur la modernisation, la rénovation de ce qu'on appelle improprement des petites lignes, et qui répondent aussi à des vrais enjeux majeurs de déplacement du quotidien dans un certain nombre de territoires dont c'est le seul lien de transport. Donc voilà peut-être en synthèse les éléments que je souhaitais partager avec vous, et peut-être maintenant avoir un focus plus particulier sur la question de la mise en œuvre concrète de ces fameuses aides que j'évoquais, sur comment les gens peuvent en bénéficier, par quel support passe-t-il, et comment cela se met en œuvre très concrètement. Mais bien entendu, s'il y a quelques questions, je suis à votre disposition pour y répondre. Merci, Sylvain. Des questions? Tu gardes la main, Sylvain, hein. C'est à toi de... Alors, je ne sais pas s'il y a des questions qui s'affichent. Il y a des observations de Madame Mounier qui vous assure que la mobilité, elle n'est pas encore prise en compte dans tous les Oui, parcours. oui. Alors,
Absolument. Donc, c'est vrai que cette remarque est importante parce que moi, je faisais état d'un modèle qui est celui du syndicat mixte qui permet donc de regrouper plusieurs intercommunalités pour mettre ses forces en commun d'une certaine manière, pour être plus efficace, pour mutualiser. Ça ne rapporte pas nécessairement plus de budget, je le dis tout de suite, puisqu'on met en commun l'existant, donc chacun apporte ses moyens dans la corbeille commune. Par contre, nous avons une structure adaptée, efficiente, qui est en capacité justement d'aller chercher des subventions et qui a une échelle d'action qui est plus pertinente puisqu'on agit à l'échelle du bassin de mobilité. Mais comme le dit Madame, ça n'existe pas partout, ce n'est pas possible partout et il y a une grande diversité à l'échelle de notre territoire et nous savons que dans certaines zones, c'est plus compliqué parce que l'intercommunalité est de petite taille, qu'elle a de très faibles moyens, qu'elle est assez isolée et qu'elle n'a malheureusement pas une grande action sur cette question. Donc évidemment, il faut faire aussi à son échelle, avec ses moyens, avec la diversité des territoires. C'est pour ça que nous prenons, nous, plutôt du côté de l'AMF, le fait que les territoires et notamment les intercommunalités doivent se saisir de ces questions à leur niveau, à leur échelle, encore une fois, en prenant la compétence mobilité, en se regroupant à plusieurs pour le faire si c'est plus efficace, parce que parfois on y arrive mieux à plusieurs que tout seul. Et il faut construire un dialogue intelligent et bien articulé avec les régions qui ont aussi des compétences en la matière, mais qui ne peuvent pas tout faire et qui ne peuvent pas notamment se substituer sur la dimension de proximité au local, on voit bien que dans les communes, dans les intercommunalités, on est mieux placé que parfois des grandes régions un peu éloignées sur ces questions. Et en même temps, nous avons besoin des régions pour faire les liens entre les territoires via le transport interurbain qui est extrêmement utile et pertinent. Donc effectivement, la réponse, elle est très différente d'un territoire à l'autre, mais même au sein d'un certain nombre de grands ensembles. Moi, je donnais l'exemple de mon syndicat mixte qui peut, vu de loin, être vu comme le syndicat mixte de Grenoble, d'une grande métropole, d'une zone urbaine dense. Dans les faits, c'est beaucoup différent puisque nous avons encore une fois un bassin qui est très large puisque nous allons chercher trois intercommunalités. Ça représente plus de 600 000 habitants. 123 communes et vous avez dedans des toutes petites communes rurales de centaines d'habitants qui n'ont évidemment pas le même besoin et les mêmes capacités d'organisation que Grenoble, qui est une grande ville urbaine. Donc, on sait aussi gérer une diversité dans des ensembles comme cela. Mais c'est vrai, Madame, vous avez raison que la question ne se pose pas du tout de la même manière dans des intercommunalités qui n'ont pas forcément l'ambition forte sur la question de la mobilité ou qui ne le peuvent tout simplement pas par rapport à leur taille, par rapport à leurs moyens, à leur dimension. Donc, c'est vrai qu'on ne peut que conseiller d'essayer de se regrouper, d'avoir évidemment un bon dialogue de proximité aussi avec les départements, qui sont parfois aussi des réponses utiles, notamment pour la mise en œuvre des politiques cyclables, parce que ce sont souvent des routes départementales qui traversent ces territoires-là, parce que ce sont aussi des soutiens financiers importants. Donc, il faut vraiment avoir des réponses adaptées et des dialogues vraiment de qualité dans les territoires et ne pas avoir peur de prendre des initiatives et de se regrouper. Alors, il y a aussi des dispositifs d'accompagnement, cela a été dit, mais il est évident que c'est parfois beaucoup plus compliqué pour une petite structure de se positionner ou d'aller chercher ça tout seul. Confirme pleinement ce que vient de dire mon collègue et coprésident, avec un point qu'il faut rappeler, c'est que seulement 50% des intercommunalités ont pris la compétence AOM, c'est-à-dire autorité organisatrice des mobilités, parce que le champ de tir, si je puis dire, pour prendre cette compétence était très réduit dans le temps. Il venait juste après les élections municipales, régionales, des élections intercommunales. Donc nous demandons avec Sylvain, nous demandons depuis des mois et des mois au sein de l'Association des maires de France à ce qu'on puisse réouvrir pendant un temps la faculté pour les intercommunalités qu'ils n'auraient pas prise de prendre la compétence AOM. Ça, c'est un point qui, pour nous, est important. Les ministres qui se sont succédés nous ont dit que c'était possible, mais avec le nouveau ministre, on n'a pas eu le contact encore et l'occasion de redire cette volonté de l'AMF de réouvrir la compétence AOM. Je rappelle, seulement 50% des intercommunalités ont pu prendre cette compétence. Ça, c'est un point important. Et puis, comme le disait très bien Sylvain, la loi LOM a été très claire là-dessus. Nous y avons participé au sein de l'AMF. La possibilité de créer des syndicats mixtes type loi SRU est également une faculté qui permet le regroupement d'intercommunalités et comme tu l'as très bien décrit, d'être plus efficient à plusieurs. Oui, Ben, oui, je prends la main.
je relisais le chat effectivement, et il faut bien comprendre que dans ces petites intercommunalités, ça ne veut pas dire qu'on ne peut rien faire. Évidemment, on ne vous demandera pas de venir prendre en charge la question du transport scolaire, qui serait beaucoup trop lourde et sur laquelle parfois les régions dans ces situations peuvent être une réponse. Mais vous pouvez, à votre échelle, mettre en place un plan de covoiturage, mettre en place de l'autopartage, ça coûte quasiment rien. Vous pouvez travailler sur un schéma cyclable coordonné avec plusieurs communes, et ce sont déjà des premiers pas de proximité intéressants. Et ensuite, aller chercher effectivement des aides, des subventions, des dispositifs de l'État, du département, parfois même des régions lorsqu'elles en ont, pour pouvoir mettre en œuvre cela. C'est déjà une première étape et un premier pas sur lequel il faut travailler. Et vous disiez effectivement qu'il faut faire attention aux fractures territoriales. Et effectivement, c'est ce qui nous guette, c'est qu'on voit parfois ces oppositions entre les centres urbains qui seraient mieux dotés, plus favorisés, et puis les périphéries, les zones rurales qui se sentiraient reculées, éloignées, qui ont évidemment accès à beaucoup moins de services. Et donc, tout l'enjeu de cela, c'est de créer ces connexions entre les territoires pour éviter effectivement que ces fractures qui existent se creusent ou s'aggravent. D'autres questions, Louise? Alors non, il n'y a pas d'autres questions. En tout cas, côté service de l'AMF, nous, on défend quotidiennement la possibilité de réouvrir cette prise de compétence pour les intercos qui regretteraient de ne pas avoir pu s'en saisir. C'est une demande constante qu'on fait au service de l'État et voilà, dès qu'on a un texte qui nous arrive et qui touche à la mobilité, on ne manque pas de rappeler cette position de l'AMF. Je sais que M. Salmon souhaitait compléter la présentation de M. Laval sur des solutions techniques qui sont déployées sur le SMAG pour encourager des services de mobilité. Bonjour à tous. Ah, pardon, madame, excusez-moi. Désolée. Bonjour, bonjour Monsieur le Président, bonjour à tous. Effectivement, je suis Axel Sandman, je travaille au syndicat mixte des mobilités de l'Aire grenobloise en tant que responsable de l'unité accompagnement et développement des nouvelles mobilités. Nous avons préparé un support synthétique. Je laisse la main à Baptiste Corneau de Betterway pour mettre en ligne le support. Je pense qu'on peut passer assez rapidement sur les premières slides, puisque les éléments ont été très bien explicités par Monsieur le Président Laval sur le rappel du syndicat mixte de ses compétences obligatoires et facultatives, ainsi que quelques chiffres sur le territoire en termes de déploiement des services de transport en commun, vélo et autres sur le territoire du SMAG en Isère. Je pense qu'on peut passer. Un petit rappel peut-être sur l'offre de mobilité du territoire. Je l'évoque ici parce qu'on en reparlera ensuite quand on évoquera la carte prépayée qui sera présentée plus en détail techniquement par Betterway. Simplement vous dire que donc, sur le territoire du SMAG, en service géré sous la compétence du SMAG, nous avons des réseaux de transport en commun. MTAG, M2Go, un service qui s'appelle MVélo Plus de location de vélo ainsi que de consignes à vélo sécurisé et un service qui est en plein essor de développement du covoiturage qui se décline sous une gamme de 3 services M-Covoit Ligne Plus, M-Covoit Pouce et M-Covoit Rendez-vous. Et nous avons également d'autres opérateurs et d'autres AOM qui sont présentes sur le territoire en termes de transport en commun, TER et cars régionaux, ainsi que le réseau de transport en commun du Pays Voironnais, qui est bien membre du syndicat mixte, mais qui n'a pas délégué sa compétence mobilité urbaine au syndicat pour le moment. Et pour terminer sur la présentation des opérateurs, nous avons également DOT, qui opère des vélos et trottinettes électriques en free floating, qui est sous AMI, appel à manifestation d'intérêt, piloté par le SMAG, et un opérateur d'autopartage qui est sous la forme d'une société coopérative d'intérêt commun qui s'appelle Cities et qui a également un service d'autopartage sur notre territoire. Voilà pour la présentation rapide. Et simplement, avant de faire un focus sur ce qui vous intéresse ce matin, c'est-à-dire l'accompagnement ZFE et les solutions déployées sur notre territoire, c'était simplement une proposition de remise en contexte de ce qui est fait par le SMAG aujourd'hui en termes d'accompagnement au changement de comportement, qui est effectivement
fortement porté sur le territoire à travers le plan mobilité qui est en cours d'élaboration, dans la continuité du précédent PDU sur le territoire, avec voilà, la volonté d'accompagner les habitants, mais aussi les salariés à travers une démarche d'accompagnement des plans de mobilité employeurs qui évoquait Monsieur le Président tout à l'heure, vers des mobilités alternatives à la voiture individuelle, vélo, transport en commun, autopartage, covoiturage. Voilà. Et donc, en fait, nous avons, au niveau du SMAG, déployé, mis en place plusieurs dispositifs, plusieurs actions, et notamment, pour celle qui va vous être présentée plus en détail, l'accompagnement, tout un ensemble de dispositifs d'accompagnement à la mise en place de la zone à faible émission grenobloise. Et on a également aussi en accompagnement ce qu'on appelle la démarche MPRO pour accompagner les établissements, les employeurs publics et privés sur le territoire à la mise en œuvre de leur plan de mobilité employeur. Voilà. Et donc, l'accompagnement se traduit sous la forme d'aides financières, d'offres promotionnelles, de campagnes de communication, de conseils d'animation. Et vous pouvez voir sur la slide suivante quelques exemples de campagnes de communication, de sensibilisation qui ont été lancées par le SMAG sous la marque M. C'est le petit logo que vous voyez sur, je pense, quasiment tous les supports. Voilà, c'est pour vous montrer aussi un petit peu tous les axes d'intervention qu'on essaye et les cibles qu'on essaye d'avoir aujourd'hui sur le territoire pour promouvoir toutes ces mobilités alternatives. Un petit focus très rapide ensuite sur l'accompagnement des plans de mobilité employeurs. Donc, ce dispositif MPRO avec l'objectif du SMAG donc, de promouvoir l'ensemble des modes. Et on est vraiment là sur un accompagnement qui se décline en deux volets, à la fois sur un apport d'ingénierie auprès des employeurs donc à travers une convention pour les aider à définir un plan d'action. Donc, on leur propose toute une palette d'outils pour réaliser une enquête de mobilité auprès des salariés, de pouvoir ensuite établir grâce à cette enquête un diagnostic des habitudes de déplacement, de l'offre de mobilité. Et puis ensuite, et conjointement à cette ingénierie, il y a toute une offre d'animation à travers des villages mobilité, des conseils individualisés auprès des salariés pour les amener vers ces modes alternatifs pour les déplacements domicile-travail, mais aussi professionnels. Et simplement pour vous donner un peu une idée du volume, on a aujourd'hui plus de 250 établissements, donc publics ou privés, qui sont suivis et accompagnés sur le territoire, ce qui représente quand même un volume relativement important de salariés à notre échelle. Voilà, je passe assez rapidement là-dessus. Et ensuite, notre proposition était de vous faire une proposition non pas à deux voix avec Better Way, mais à trois voix, également avec un chef de projet, Monsieur Rieux de la métropole de Grenoble, sur le dispositif d'accompagnement à la ZFE qui a été mis en place, puisque en fait, le SMAG est coordonnateur d'un groupement de commandes avec la métropole pour la mise en place de cet important dispositif qui, vous allez le voir, se décline avec toute une série de blocs fonctionnels qui mobilise un certain nombre de prestataires et d'opérateurs avec nous pour aller vers le conseil, l'entretien jusqu'à la délivrance d'une aide financière, en particulier au changement de mobilité via une carte bancaire prépayée qui vous sera présentée plus précisément par Betterway, qui est le prestataire qui a été choisi par le SMAG pour cette déclinaison technique. Donc, je peux peut-être me permettre de laisser la parole à mon collègue Camille Rieux de la Métropole, puisque sur le cadre réglementaire de la ZFE, ce sont bien des éléments qui sont pilotés par la métropole sur le territoire en coordination avec le SMAC pour l'accompagnement. Très bien, bonjour à toutes et à tous. Donc, je suis effectivement Camille Rieux, je suis chef de projet ZFE à la métropole de Grenoble. Et donc, ce dont on parle, c'est de la zone à faible émission pour les voitures et les deux roues motorisées qu'on a mis en place à partir de juillet 2023. Alors, en préambule et très rapidement, la raison pour laquelle on déploie des zones à faible émission, c'est l'amélioration de la qualité de l'air. La pollution de l'air est responsable de maladies respiratoires, cardiovasculaires. Elle augmente aussi les risques de cancer du poumon. C'est donc ça l'objectif de la zone à faible émission. Et in fine, sur notre territoire, mais ce n'est pas une spécificité de notre territoire, c'est plusieurs
centaines de décès par an qui sont attribuables à la pollution de l'air. Mais au fond, le sujet de la zone à faible émission, le sujet pratique, c'est pas la qualité de l'air, c'est bien celui de la mobilité. Et en fait, c'est comment, dans le tempo très rapide de la mise en place de la zone à faible émission, et donc dans cette contrainte de devoir agir très rapidement, comment on vient trouver des solutions de mobilité faible émission et bas carbone à l'ensemble des usagers qui sont touchés par cette zone à faible émission. Alors, rapidement, ce qu'on va balayer, c'est un, le cadre réglementaire, deux, les dispositifs d'accompagnement et enfin, on représentera rapidement l'architecture du projet et sans doute que c'est un truc qui est intéressant à partager. Pour conduire des projets de ce type-là, un, il faut de la méthode et Axel l'a déjà dit, mais il y a besoin de venir articuler la coopération entre l'AOM, la métropole, notre SPL mobilité qui a un outil qui est vraiment, c'est une méthode, la méthode qu'on a choisie, mais c'est vraiment un outil qui est extrêmement important dans notre cas, plus un ensemble de prestataires dont Betterway. Donc un, il faut de la méthode et deux, il faut des moyens. Il faut des moyens pour des ETP, il faut des moyens pour payer des prestataires, il faut des moyens pour financer les aides qu'on donne aux habitants et notamment sur la mobilité et là-dessus, et on peut témoigner que sur 2023, le Fonds vert nous a appuyé sur la conception et le déploiement de pratiquement tous les blocs fonctionnels du projet. Donc, ce truc-là a été essentiel sur notre capacité de déployer le dispositif. En 2024, eh ben, on a à nouveau déposé des projets. Et là aussi, on peut témoigner que les services locaux de l'État nous ont aidés dans la mise en place et l'interfaçage avec l'État et le Fonds vert. Voilà, alors maintenant j'en viens au cœur du sujet et je fais très vite. Le cadre réglementaire, vous verrez que notre ZFE, elle a un cadre réglementaire qui est plutôt flexible et ce qu'on poursuit avec cette zone à faible émission, c'est trois grands axes. C'est un, on essaye de limiter les impacts sociaux de cette politique publique. Deux, on ne cherche pas absolument à renouveler les véhicules, c'est-à-dire que la transition écologique en matière de mobilité, c'est pas aller prendre des vieilles voitures, les foutre à la casse et les remplacer par des voitures modernes. C'est un sujet avant tout de mobilité et de changement de mobilité. Et enfin, et le sujet a été évoqué, il ne s'agit pas de venir se barricader dans une espèce de forteresse dans le cœur urbain, il s'agit de maintenir un accès aux grandes fonctions métropolitaines à l'ensemble du bassin de vie et y compris aux habitants des territoires voisins. Et vous verrez que le cadre réglementaire et le dispositif d'accompagnement qui a été mis en place, donc encore une fois en coopération entre le SMAG et la métropole, eh ben, et cherche à prendre en compte ces trois grands axes. Alors, les flexibilités de notre cadre réglementaire, en bas à gauche, vous voyez que la zone à faible émission, elle n'est pas permanente, c'est-à-dire que quel que soit votre véhicule, vous pouvez circuler dans la zone à faible émission le week-end et en soirée. Ça offre une flexibilité pour un certain nombre d'usages et pour des usages qui sont faibles de la voiture, cette flexibilité, elle est utile. Deuxième flexibilité, vous voyez que la carte au centre montre le périmètre de la zone à faible émission. Elle intègre l'ensemble du cœur urbain de la métropole, c'est 13 communes, c'est pratiquement 90% des habitants de la métropole, mais à l'intérieur de ce périmètre, vous voyez que les axes gris ne sont pas soumis à la zone à faible émission. C'est-à-dire qu'il y a une sorte de perméabilité de cette zone à faible émission et cette exemption d'axe, elle a deux fonctions. D'abord, elle a pour fonction de permettre des accès permanents aux grands centres de santé, notamment au CHU. Et enfin, et peut-être surtout, elle permet de donner accès à l'ensemble des capacités de rabattement et des parkings relais qui sont situés dans la zone à faible émission. C'est-à-dire que c'est bien sympa de se dire que le projet de la zone à faible émission, c'est un sujet de mobilité, mais pour ça, il faut bien permettre aux habitants des territoires voisins de venir se connecter sur les infrastructures de transport en commun ou de vélo qui sont dans le cœur de l'agglomération. Donc la logique, c'est que si vous habitez dans un territoire voisin, que vous venez de loin, vous pouvez utiliser votre voiture, quel que soit son critère, vous rabattre sur un parking relais et à partir de là, basculer sur du tram, du bus, pourquoi pas du vélo. Donc cette flexibilité, elle est essentielle pour faire que la zone à faible émission soit véritablement un projet de mobilité et pas simplement un projet de renouvellement de véhicules. Et enfin, troisième source de flexibilité, il y a un ensemble de dérogations. Je ne vais pas toutes les faire, mais j'en mentionne une. C'est la dérogation qu'on appelle petit rouleur, c'est-à-dire que si vous roulez moins de 5000 km par an, vous pouvez rouler dans la zone à faible émission, quelle que soit votre vignette critère. Et on voit que derrière cette dérogation, il y a à la fois une logique sociale, mais il y a aussi une logique en matière de mobilité, c'est-à-dire que pour le cadre réglementaire de cette zone à faible émission, c'est OK si vous avez une voiture critère 4, dès lors qu'elle roule
ou peu, on ne cherche pas absolument à renouveler les véhicules. Donc, voilà pour le cadre réglementaire. Maintenant, et assez rapidement, je vais vous présenter le dispositif d'accompagnement qui a été mis en place. Et là encore, ma collègue Axel l'a dit, on est dans une coopération extrêmement étroite entre la métropole et le SMAC. Et l'essentiel du dispositif d'accompagnement, en particulier sur son version mobilité, évidemment, il est piloté par l'AOM. Ce dispositif d'accompagnement, il a deux grandes caractéristiques. La première caractéristique, c'est d'être individualisé et flexible, c'est-à-dire qu'on prend l'usager en entrée du dispositif et on l'emmène au bout et on le fait sortir avec son aide. C'est ça absolument qu'on cherche à faire. Et il y a une deuxième caractéristique, c'est que on cherche avant tout à avoir un projet de mobilité, à trouver des solutions en matière de mobilité avant de chercher et accompagner le renouvellement du véhicule, même si on ne l'exclut pas, car la dépendance à la voiture demeure une réalité pour encore un certain nombre d'entre nous. Si je décris la figure de droite, qui est le parcours, disons, classique, enfin, la manière dont est structuré notre dispositif d'accompagnement, et du haut vers le bas, eh bien, si vous êtes touché par la zone à faible émission, c'est-à-dire que vous avez un véhicule qui est non classé critère 5, 4 ou 3 et que vous êtes habitant de la métropole, vous pouvez prendre un rendez-vous pour un entretien ZFE avec un conseiller mobilité qui va analyser avec vous l'ensemble des usages de mobilité que vous avez rattachés au véhicule qui va être interdit. Donc, c'est complètement intégral. Ça vient regarder les trajets domicile-travail, le collège, le lycée, les courses, le judo, les loisirs, etc. Et sur la base de cet entretien, le conseiller, en relation avec l'usager, va identifier la solution, l'ensemble des solutions qui sont les plus adaptées à la situation spécifique de l'usager. Et à partir de là, l'usager peut faire le choix de deux types d'aides. Alors, pour ces aides financières, il y a un petit critère social, c'est-à-dire qu'il faut avoir un revenu fiscal de référence par part inférieur à 23 000 euros. En gros, sont éligibles à cette aide 80% des habitants de la métropole. Donc, le critère n'est pas extrêmement sélectif. Et donc, il y a deux types d'aides financières. Il y a une aide financière au changement de mobilité qui, elle, est financée par l'AOM, par le SMAG. Et cette aide au changement de mobilité, elle permet d'aller, Sylvain Laval l'a déjà explicité, d'aller payer des services de mobilité, en fait, tous les services de mobilité autres que la voiture en propriété, c'est-à-dire les TC urbains, les cars régions, les TER, le service qu'on appelle MVélo Plus, qui est le service de location de vélos longue durée du territoire, des vélos électriques et des trottinettes en libre service, du covoiturage et aussi de l'autopartage. Et quand on dit covoiturage et autopartage, en fait, on voit bien qu'il y a de la voiture. C'est-à-dire que quand on dit changement de mobilité, on n'exclut pas la voiture, on permet la voiture, mais ce n'est pas une voiture en propriété, c'est bien de la voiture partagée. Et là, le montant d'aide qui peut être attribué sur ces services-là, c'est jusqu'à 3 000 euros sur 3 ans, sachant qu'un certain nombre, la plupart de ces services sont déjà subventionnés. Avec 3 000 euros, on peut accéder à un service de mobilité, particulièrement pour les plus bas revenus, qui est vraiment important et qui peut venir se substituer à l'usage d'une voiture. Et le support physique qui permet de distribuer cette aide, on en parle juste après, c'est une carte prépayée, c'est-à-dire que avec une carte bancaire créditée de ce montant-là, vous pouvez aller vous payer l'ensemble des services que j'ai évoqués. Et puis, il y a une autre aide financière qui est une aide au renouvellement, qui est plus classique, qui est cumulable avec les aides de l'État, bonus éco et prime à la conversion. Et donc ça, c'est une aide qui est portée côté métropole. Et là aussi, il y a bien sûr des critères qui sont liés aux revenus, à l'énergie, aux critères et aussi au poids, c'est-à-dire que l'aide, elle est conditionnée au fait que le véhicule soit de petite taille. Je ne développe pas plus cette partie, ce n'est pas l'objet de la présentation. Je vous propose de passer cette diapo parce qu'on n'est pas super en avance, je pense. C'était juste pour illustrer qu'il y avait des parcours avec une flexibilité et une possibilité de faire des accompagnements. Et je vais terminer sur cette diapositive-là. Ce que je vous ai présenté jusqu'à présent, c'est la manière dont on a construit des droits et des aides et des parcours. Mais en fait, au-delà de venir créer des droits, il y a besoin de les rendre accessibles et de venir faire levier pour venir connecter nos habitants à ces dispositifs d'accompagnement. Ce truc-là est hyper banal
en matière de politique publique. En fait, il ne suffit pas de venir voter des budgets et construire des dispositifs d'aide pour que les gens les mobilisent. Pour que les mobilisent, il faut faire des choses en plus. Et donc, ces choses en plus, c'est de l'information et c'est notamment faire de l'aller vers. Alors, je le fais rapidement. Donc, on conduit une démarche de communication globale qui est un truc qui est assez classique avec de la relation presse, des kits de com, etc. Mais on a aussi monté des guichets d'information et de démarche. Et donc, il y a évidemment un site internet qui est spécifique, qui est dédié à la zone à faible émission. On a construit des guichets d'information par Internet, par des formulaires, mais aussi par téléphone et au niveau des accueils physiques. C'est-à-dire que l'électronisme, c'est une réalité. On ne peut pas tout faire passer par Internet et on a besoin d'avoir des gens derrière des téléphones et des gens derrière des guichets. C'est-à-dire que chez nous, comme partout, il y a un double mouvement. C'est-à-dire qu'en même temps qu'on dématérialise nos services, on est obligé de remettre des ETP pour rendre des services aux usagers avec des gens en physique. Et ce truc-là est absolument nécessaire. Et toujours dans cette lignée-là, et parce qu'on en a mesuré le besoin, de manière hebdomadaire, il y a une permanence en physique qui permet qui permet aux usagers de venir poser l'ensemble de leurs questions, de venir réaliser l'ensemble des démarches, c'est-à-dire demande de dérogation, commande de vignettes, prise de rendez-vous pour le rendez-vous ZFE, etc. Et cette permanence, elle est mobilisée, elle est nécessaire, on ne peut pas tout faire par Internet. Et dernier point, et ensuite je m'en tiendrai là, on a bâti une démarche d'aller vers qui repose vers un réseau d'acteurs relais, donc c'est-à-dire les accueils des communes, les CCAS, des relais associatifs. Et cet aller vers et ces acteurs relais, ils sont essentiels parce que eux, ils sont sur le terrain. Alors, on leur demande pas de venir expliquer l'ensemble de la ZFE et des parcours aux usagers, mais on leur demande d'être capable d'orienter vers les guichets qu'on a construits. Donc, ils ont cette fonction d'orientation et ils ont une deuxième fonction qui est celle de venir accueillir les guichets de manière délocalisée sur l'ensemble du territoire de la métropole, c'est-à-dire que nos guichets qui sont très centralisés, qui sont portés par des équipes expertes, et ben on est capable de venir les découper et de venir les délocaliser à la demande des acteurs relais pour que ce dispositif il soit porté et déployé à l'échelle de l'ensemble du territoire. Je m'en tiens là et Axel, je te relaisse la parole. Merci Camille. On arrive là à un schéma qui peut paraître un petit peu complexe de prime abord, mais je vous l'assure, finalement, les choses sont assez simples. C'est une vue d'ensemble sur le dispositif d'accompagnement à la ZFE avec ce que vous pouvez visualiser à l'écran, là, sur l'image, c'est les différents acteurs qui interviennent dans le dispositif, donc portés par la métropole et le SMAG en groupement de commande, et opérés via des marchés par la SPLM TAG, donc en quasi-régie, et des prestataires Betterway et MG10. Je vais ensuite détailler le processus. Donc, vous avez tout à gauche du schéma la population, les habitants qui sont touchés par la ZFE. Donc, touchés, c'est-à-dire qu'ils sont propriétaires d'un véhicule soumis à l'interdiction. Donc, aujourd'hui, CQA5, CQA4 et à partir du 1er janvier prochain, CQA3 sur le périmètre de la ZFE. Vous avez également l'ensemble des habitants et ensuite, on intègre ce bloc central fonctionnel. Et là, vous avez en fait un premier niveau qui est encore à gauche de réponse de premier niveau, c'est-à-dire de renseignement de premier niveau, d'information qui est assuré auprès des habitants. Vous avez du conseil individualisé qui peut être apporté, cette fois-ci par la SPL. Et ensuite, donc ce qu'on ne voit peut-être pas très bien, c'est tout petit et je m'en excuse. En fait, les couleurs correspondent également aux différents intervenants et acteurs en fait, qui interviennent dans le dispositif. Donc, par exemple, ce que vous pouvez avoir en jaune, ce sont les missions qui ont été confiées à la SPL. Ouais, je pense qu'on le voit, je ne sais pas si vous le voyez clairement, avec donc toute une palette de missions qui a été confiée, renseignement, information, communication, conseil, et ensuite, à l'issue du conseil, l'orientation vers différents types d'aides, si le bénéficiaire est effectivement éligible aux aides, soit une aide au renouvellement de véhicules, et là, ensuite, la bascule se fait auprès du prestataire MG10, sous pilotage de la métropole, soit le bénéficiaire est orienté
vers une aide au changement de mobilité. Et là, on arrive à la partie qui va vous être présentée juste après par Betterway, sur le principe d'une carte bancaire prépayée, en fait, qui est le support de l'aide au changement de mobilité qui est crédité sur la carte délivrée aux bénéficiaires. La mission qui a été confiée à la SPL via le marché donc en quasi-régie, c'est également toute la gestion du parcours usager. Donc avec des flux, et là je pense que Betterway en parlera beaucoup mieux que moi, informatique et de transmission des données recueillies lors de l'entretien par la personne qui a bénéficié de l'entretien, pour qu'ensuite Betterway ait l'ensemble des éléments pour connaître le niveau d'aide crédité, les services à activer sur la carte. Ce qu'on voit en bas de l'écran, qui est également très important, c'est ce rôle aussi des relais et intermédiaires identifiés sur le terrain pour justement dans cette démarche d'aller vers, puisque vraiment le cœur et la cible du SMAG et de la métropole dans cet accompagnement. Et l'enjeu finalement de tout ce dispositif, c'est de ne pas passer à côté de notre cible, qui est ce public qui est en difficulté financière, qui a besoin qui est en recherche de solutions de mobilité. Donc, qu'on aille vraiment limiter au maximum le non-recours et couvrir le maximum de publics qui pourraient être potentiellement bénéficiaires de cette aide. Ce qu'on explique également très rapidement, c'est qu'effectivement, donc là, on pourra rentrer dans le détail et répondre à toutes vos questions si vous en avez sur les différentes étapes du dispositif, mais bien évidemment avec toute une phase délibérative, de prise de délibération sur le principe du dispositif et ensuite sur l'engagement sur les différents marchés socles du dispositif. Alors, je suis désolée de devoir vous couper, mais c'est vrai que le temps file. Pardon. Si on Eh pouvait bien, passer à la présentation de Betterway. Je suis désolée, Axel. j'en avais terminé, j'avais une dernière slide sur les chiffres ZFE et si le support vous est transmis, on pourra ensuite, par la suite, compléter les informations. Très bien, bonjour à tous et merci. Face à l'horloge qui défile, je vais essayer d'être concis. Donc, comme ça a pu être présenté rapidement, Betterway est la solution technique pour l'aide au changement de mobilité sur le territoire grenoblois. Concrètement, c'est une carte personnalisée, comme on peut le voir, au milieu en bleu ciel, une carte personnalisée aux couleurs de l'AOM et paramétrée suivant les différents profils d'aide qui ont pu être présentés. C'est un serveur vocal mis à disposition des habitants et des bénéficiaires de cette aide pour garantir une inclusion sociale et une inclusion numérique, donc pour permettre à tous les citoyens qui n'ont pas accès à une solution digitale, un smartphone, un Internet, de pouvoir bénéficier de cette aide et d'être en mesure de gérer leur carte, leur compte et de pouvoir consommer librement sur le territoire. Et enfin, c'est une page Internet et une foire aux questions, une FAQ logée sur le site Internet propre de l'agglomération grenobloise pour avoir un premier niveau de gestion opérationnelle et d'aide. Rapidement, dans la continuité du réseau de mobilité qui a été présenté par Axel et Camille, les différentes mobilités acceptées par cette carte au titre de cette aide sont les transports en commun urbains et périurbains, la location courte et longue durée de vélos classiques et de vélos électriques, les mobilités ou micro-mobilités qui sont disponibles sur le territoire grenoblois, le transport régional par train ou car, les solutions de covoiturage et d'autopartage. Concrètement, cette carte va permettre d'offrir un accès à un bouquet de mobilité on peut parler de mobilité privée, comme on peut retrouver aujourd'hui DOT ou Cities disponibles sur cette carte et sur cette offre, mais aussi des mobilités gérées par le SMAG et la SPL, donc tout le réseau de transport en commun, bus, tramway et de vélos en location. Concrètement, pour le bénéficiaire, pour le grenoblois, l'utilisation de cette carte se résume en 5 étapes. Dans un premier temps, via un entretien avec les agents de la SPL, on va déterminer si on est éligible ou non à cette aide. On va ensuite transmettre les informations depuis la SPL vers Betterway
ces informations de bénéficiaires. Nous, on va se charger de la création du compte de mobilité, de la création de la carte et de l'envoi à domicile de cette carte pour le bénéficiaire. Ce dernier va la recevoir donc à domicile. Il va pouvoir l'activer via un serveur vocal et ensuite sur un distributeur à billets. Donc activation classique pour une carte de paiement bancaire. Derrière, la partie intéressante pour le bénéficiaire, c'est le fait qu'il puisse utiliser cette carte librement sur le territoire en fonction du réseau d'acceptation de marchands qui a pu être défini. Donc tout ce réseau public et privé à la fois de mobilité. Et il peut utiliser cette carte de façon physique, donc il va recevoir une carte physique à son domicile, mais il peut aussi l'utiliser directement dans les applications ou sur Internet en renseignant les codes de carte directement pour le paiement, comme on peut le faire pour un paiement classique sur Internet. Ensuite, il va pouvoir gérer sa carte donc via un serveur vocal. Donc c'est toute cette notion d'inclusivité numérique que nous allons chercher à mettre en avant en partenariat avec le SMAG. Et derrière, il va aussi pouvoir gérer sa carte depuis le site internet pour les personnes qui ont accès à des solutions numériques. Euh, il peut, de façon autonome, activer, bloquer, déclarer sa carte comme perdue ou volée, consulter ses droits et consulter le montant restant de sa carte. Une fois sa période d'éligibilité dépassée, donc c'est des informations qui nous ont déjà été présentées, mais on va avoir un certain profil d'aide. Ce profil d'aide nous est attribué pour 1, 2 ou 3 années. Une fois que cette période d'activation ou cette période d'éligibilité est dépassée, la carte est automatiquement suspendue et donc cet accès aux aides est automatiquement suspendu. Tout le non consommé mise à disposition du bénéficiaire revient directement à la métropole, donc il n'y a pas de perte sur cette partie-là. Et concrètement, pour les administrateurs et dans le cas de Grenoble, la représentation des flux est la suivante de façon assez concise. Dans un premier sens, on va avoir une remontée d'informations donc via les entretiens qui sont passés par la SPL vers Betterway dans un enrichissement de CRM dont on va recevoir donc toutes les informations bénéficiaires. Derrière, on va garantir la production de la carte et l'envoi au domicile du bénéficiaire. Et on retombe sur le parcours utilisateur que je viens de présenter, où une fois sa carte reçue à domicile, il va pouvoir donc réaliser toutes les dépenses dans la limite de son budget et du réseau marchand. Derrière, dans la gestion opérationnelle et dans le day-to-day, différentes données vont être remontées depuis nos systèmes vers à la fois la SPL et le SMAG. Dans une logique de reporting hebdomadaire, on va remonter toutes les consommations par type de mobilité et les consommations consolidées à la SPL. Et ensuite, de façon mensuelle, on va donner de la visibilité sur le nombre de bénéficiaires et le délai d'activation et d'envoi des cartes qui a pu être effectué auprès des citoyens grenoblois et le nombre de consommations par mobilité et le nombre de consommations totales de façon mensuelle. Rapidement ensuite, cette solution qu'on voit aujourd'hui dans le prisme de l'application d'une ZFE peut aussi être appliqué sur différents modèles, notamment celui de la subvention d'achat de vélo ou celui de vélo électrique. Pour toutes les primes à conversion de véhicules électriques, tout ce qui va être multiprofil pour faire bénéficier davantage à des minima sociaux, des seniors, des étudiants ou autres. Donc dans l'accompagnement également de ZFE et pour une stratégie de stationnement périurbain. Et enfin, et j'ai essayé d'être très rapide, je finirai par ce point-là. Cette solution que nous mettons à disposition des collectivités pour accompagner vers des mobilités plus durables et accompagner au changement de mobilité, permet donc de distribuer des aides de mobilité vers la mobilité dans une logique où on va pouvoir définir des profils d'aide citoyens, choisir les mobilités qui vont être acceptées pour ces profils d'aide citoyens, gérer en masse la distribution de cette aide, le renouvellement et la fin de ces aides, garantir à l'administration de conserver tout ce qui n'est pas consommé et aussi garantir un certain reporting, une certaine visibilité sur les dépenses et les usages de mobilité. Et je repasse la main à Louise. Merci beaucoup, Baptiste, pour cette présentation qui
et vraiment une solution optimale pour les collectivités pour organiser et aider leurs administrés dans l'accès à la mobilité. Si vous avez des questions, bon, il y a eu des questions sur le chat, mais qui portaient sur la gratuité, qui n'était pas vraiment le sujet d'aujourd'hui sur la position. Donc l'AMF n'a pas de position aujourd'hui sur la gratuité. Et si les coprésidents souhaitent se prononcer, qu'ils n'hésitent pas. Je crois que Sylvain a une position sur la gratuité que je crois partager. Sylvain? Oui, on a effectivement des avis sur la question, on peut dire ça comme Voilà. ça. C'est pas la Oui, position de l'AMF parce que il y a des on a des diversités. avis. Il y a des diversités à l'échelle d'abord des territoires. Les questions ne se posent pas de la même manière. Lorsque vous avez un réseau de taille plus réduite avec quelques lignes de bus dans des villes moyennes, c'est un sujet qui est envisageable. Ça relève évidemment des choix politiques des uns et des autres, mais ça peut plus s'entendre et en tout cas, c'est beaucoup plus soutenable. La question est que quand vous êtes dans des très grosses zones urbaines avec des réseaux très denses et qui donc demandent des coûts d'exploitation et de maintenance très importants, la gratuité n'existe pas et n'est pas tenable. C'est-à-dire que les millions d'euros que vous allez mettre dans la gratuité tarifaire d'usage, vous ne les mettrez plus de la même manière pour entretenir votre réseau, pour le renouveler, pour assurer une qualité de service. Et donc, forcément, ça a un impact. Et donc, tous les modèles de fonctionnement vous démontrent que ça n'a pas de sens. En tout cas, ça n'a pas de sens si on veut continuer à attirer de nouveaux usagers, à rendre un service de qualité. Et d'autre part, les spécialistes du sujet vous démontrent aussi dans toutes les études que le report modal attendu n'est pas là parce que l'accès au transport en commun n'est pas un problème de prix pour l'immense majorité des gens. Le sujet, c'est répondre à un besoin et apporter une qualité de service. Lorsque vous habitez dans les périphéries et que vous avez aujourd'hui, vous êtes totalement dépendant de votre voiture, ce qui fait que vous ne prenez pas les transports en commun, c'est pas parce que c'est trop cher. C'est parce que dans la plupart des cas, vous n'avez pas la ligne qui répond à votre besoin, vous n'avez pas le niveau de service équivalent. Le fond du sujet, il est là. Donc, ce n'est pas un problème de prix, c'est un problème d'offre. Après, évidemment, il ne faut pas que les prix soient prohibitifs, mais ce n'est pas le cas dans la plupart des territoires, pour ne pas dire partout. Et puis, il y a évidemment des dispositifs d'accompagnement avec des tarifications adaptées, des tarifications solidaires qui sont justement là pour prendre en charge et pour aider ceux pour qui l'aspect financier serait un frein. Donc, pour moi et pour beaucoup de responsables d'AOM, aujourd'hui, c'est un faux sujet. Alors, il y a des territoires qui font le choix de vouloir se lancer dans cette voie-là. C'est évidemment leur liberté absolue. Simplement, à terme, les effets ne seront pas les mêmes. Donc, ce qu'on peut dire à nos habitants, à nos usagers, c'est qu'on ne peut pas tout faire. Et donc, on ne peut pas à la fois dire on ne vous fait plus payer les tarifs et en même temps, on va développer l'offre, construire de nouvelles lignes et entretenir le matériel existant. Ça, c'est le vrai sujet. C'est pour ça que la plupart des responsables des questions de transport public ne sont pas favorables à ces questions de gratuité. Après, chacun, évidemment, est libre de son opinion, mais moi, je veux simplement dire que ne faisons pas croire que parce que c'est gratuit, subitement, tout le monde se mettrait du jour au lendemain à prendre les transports en commun. Ce n'est malheureusement pas si simple et ce n'est malheureusement pas vrai. Et dernier élément de réflexion, on constate souvent que quand vous renforcez fortement l'attractivité des transports en commun, notamment en zone urbaine, vous avez un report modal qui s'effectue dans le mauvais sens, c'est-à-dire que vous allez attraper plus de piétons et de cyclistes, mais pas beaucoup plus d'automobilistes. Or, c'est bien notre problème, c'est que nous voulons évidemment favoriser le report modal de la voiture vers les transports collectifs. Et si c'est pour remplir nos bus et nos trams de cyclistes et de piétons, c'est pas du tout la cible qui est recherchée en premier lieu, surtout en zone urbaine dense où justement on a plus de capacité à faire du vélo ou à se déplacer à pied. Donc ça nécessite encore une fois de réfléchir au niveau d'offre de transport en commun qu'on propose et surtout dans quel secteur géographique on le propose. Et le gros enjeu qui s'ouvre à nous dans les années qui viennent, c'est d'arriver à répondre aux besoins de mobilité des flux qui se déplacent de la périphérie vers les centres urbains et des centres urbains vers la périphérie, alors que pendant des décennies, nous avons d'abord apporté des réponses sur les centres urbains et les zones denses, qui étaient nécessaires, mais il nous faut maintenant évoluer sur ces questions et c'est le gros défi qui s'ouvre à nous. Et c'est pour ça que ce n'est pas par la question d'une fausse gratuité, me semble-t-il, que nous pourrons y répondre. Voilà l'avis que je peux vous donner, mais qui est aussi beaucoup partagé au sein des instances des spécialistes
questions de transport public. J'ai laissé volontairement Sylvain répondre parce que je sais que je partage pleinement son analyse. Merci, merci à toi. Est-ce qu'il y a d'autres questions, Louise? Non, on salue l'argumentation de Monsieur Laval. Sur la gratuité, l'AMF, elle n'a pas de position hein, sur la gratuité. Le bureau s'est pas positionné. Ça pourrait être peut-être faire l'objet de futurs travaux. En tout Et cas, ça a été très bien dit, ça a été très bien dit par Sylvain, à savoir que chaque collectivité est libre. C'est clair dans notre option de l'AMF, mais nous pouvons avoir des avis. Voilà. tout à fait. Et des avis communs. Moi, j'avais un point qui me préoccupe depuis le début de ce webinaire. Nous avons reçu de la part des ministères des informations extrêmement denses, importantes. Nous avons aussi un exemple très intéressant, un témoignage très intéressant à l'initiative de mon coprésident Sylvain sur l'aire de Grenoble. Comment on va pouvoir maintenant faire partager au plus grand nombre ces éléments? Je me tourne vers vous, Louise. Comment est-ce qu'on va pouvoir faire partager? Est-ce que on peut avoir, je ne sais pas, sur notre site, un relais de ce travail de ce matin, qui est encore une fois très intéressant et très dense? Et est-ce qu'on va pouvoir peut-être ensuite le relayer dans un de nos journaux particuliers à ce niveau-là? Comment on pourrait imaginer ces informations sont aujourd'hui une préoccupation majeure de nos collègues maires. Bien sûr, le webinaire, là, il fait l'objet d'une captation qui sera ensuite rediffusée en replay sur le site internet de l'AMF avec les Oui. présentations des différents intervenants, les coordonnées aussi pour les personnes qui souhaiteraient se renseigner sur la solution Betterway, toutes les offres enfin, toutes les aides de mobilité, pareil, ce sera disponible dans un compte rendu. Donc, il y aura une page dédiée sur le site de l'AMF. Et Oui. au sein de la commission mobilité, on pourra ensuite refaire des réunions sur ces sujets, sachant que aujourd'hui, une des préoccupations de l'AMF est surtout l'entretien des infrastructures. Mais en tout cas, sur le site internet de l'AMF, on aura voilà, toutes les diffusions enfin, toute la publication des présentations qui ont été présentées ce matin. Et, euh, et on pourrait Et est-ce envisager. qu'on peut le relier? Oui, peut-être un article dans notre journal, Bien sûr, on va proposer ça à la conférence de rédaction. à la conférence de rédaction. Ça me paraît important qu'on ait un travail de synthèse et puis qui puisse donner les différents guichets et autres pour que nos collègues puissent euh, ré- recevoir ces informations et peut-être faire une synthèse aussi du témoignage parce que je l'ai trouvé extrêmement intéressant, très dense. Merci à toi, Sylvain, parce que c'est un gros travail que tu présides au niveau de Grenoble Métropole. Pour moi, c'était extrêmement intéressant avec beaucoup d'applications pratiques. Voilà, donc je pense qu'il faut qu'on le partage avec le plus grand nombre. C'est le travail de notre commission que de pouvoir informer aussi le plus grand nombre. Vous avez évoqué un point qui concerne, et on avait échangé hier encore, qui concerne l'entretien des infrastructures. C'est vraiment aussi pour nous, et je le dis pour mes collègues qui nous écoutent, une vraie préoccupation au sein de la commission. Nous avons sollicité auprès du précédent ministre et en accord avec le représentant des départements de France, le président de l'Essonne, des assises relatives aux infrastructures et au financement de l'entretien des infrastructures. Entre les deux, le ministre a changé. Je pense que c'est un domaine qu'il faut aussi relancer parce que nos collègues attendent des réponses sur ce point. Où en sommes-nous? Peut-être on peut faire un tout petit point en aparté sur cette question. Oui, alors, bon, c'est pas l'objet du webinaire Non, aujourd'hui. ce n'est pas Et, l'objet, mais c'est important d'en oui, parler aussi bien pour nos sûr. collègues. Non, non, il y a un vrai sujet qui est mené aujourd'hui sur le modèle économique de l'entretien des infras. On a des grandes Voilà, préoccupations qui concernent aussi l'entretien des ouvrages d'art, des ponts, qui, oui. voilà, aujourd'hui nous inquiètent, enfin, inquiètent énormément les élus. Donc, l'AMF mène actuellement des réflexions pour pouvoir porter une position commune dans le cadre de Territoires Unis, donc avec l'Assemblée des départements de France, Régions de France et AMF, pour pouvoir apporter voilà, des
des solutions de financement. La route génère énormément de revenus et les intercommunalités et les communes qui exploitent 700 000 kilomètres de voirie aujourd'hui n'ont pas de ressources directes pour l'entretenir. Donc voilà, l'idée, c'est de trouver un nouvel équilibre pour permettre aux communes et aux intercommunalités d'entretenir leurs infras et peut-être d'arrêter un peu le route bashing, parce que 80% des mobilités se font sur la route et que l'idée, voilà, c'est d'apporter des solutions pour aider les communes, comme c'est indiqué dans le chat, de soutenir les petites communes. Voilà, de soutenir les petites communes, les petites intercos, les grandes communes, les grandes intercos pour entretenir leurs infrastructures dans de bonnes conditions. Parce que C'est c'est un support. point que nous avions abordé lors du forum du congrès des maires de France. Mais si je l'aborde aujourd'hui, c'est que pour moi, il y a un lien très étroit entre l'entretien des infrastructures et la création notamment d'infrastructures nouvelles liées aux mobilités douces, par exemple. Tout est lié finalement. On peut pas se dire que on veut développer des mobilités douces sans parallèlement prendre en compte l'entretien des infrastructures. Voilà. Ça, je me suis permis de reprendre ce thème et d'évoquer cette question. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Sylvain, tu souhaites peut-être intervenir ou on arrive à la conclusion, Louise? Non, non, c'est tout bon, merci beaucoup. Je vais d'ailleurs devoir vous quitter. Je vois que beaucoup de gens se déconnectent. Je pense qu'on Oui. peut conclure notre webinaire, mais en tout cas, merci à tout le monde pour la participation et puis pour la qualité des échanges. Alors, merci à vous tous et à vous toutes d'avoir été présents. Enfin, présent, c'est un mot, voilà, en visio avec nous, mais merci aussi à tous les intervenants qui nous ont apporté des précisions très intéressantes que l'on va maintenant pouvoir diffuser à l'échelle de l'Association des maires de France. Merci à vous, Louise, aussi, d'avoir organisé de main de maître ce webinaire. Donc, bonne journée à vous tous et à vous toutes et un grand merci à tous les intervenants. Merci à tous. Merci à vous pour l'invitation. Au revoir. Merci, au revoir. Au revoir. Au Au revoir. revoir. Au revoir à tous. Ils ont vu que tu étais connecté. On a débordé un petit peu le